Mon mari a giflé ma meilleure amie parce qu'elle a jeté un coup d'œil à ma poitrine pendant que j'allaitais. James a frappé Amy si violemment que sa tête s'est tournée d'un coup, juste parce qu'elle avait eu le malheur de regarder ma poitrine pendant le dîner. On célébrait la naissance de notre bébé. J'étais en train de m'arranger avec mon haut d'allaitement quand Amy m'a regardé, alors j'ai lancé à la rigolade. « Tu veux essayer ?» On a éclaté de rire toutes les deux, comme on l'a toujours fait. Mais là, James s'est levé brusquement et lui a mis une claque magistrale en plein visage. Son corps, c'est à moi seule. Un silence de plomb est tombé sur la pièce. Amy s'est retenue de pleurer en se tenant la joue, puis elle est partie sans un mot. Sa mère, incroyable, a même pris sa défense. Il protège ce qui lui appartient. J'ai retrouvé Amy dans les toilettes. Déjà l'empreinte rouge et gonflée d'une main marquait sa joue. « Et si un jour il s'en prend à toi ?» m'a-t-elle demandé. J'ai voulu lui répondre « Jamais », mais les mots me sont restés en travers de la gorge. Depuis le début de ma grossesse, James était devenu de plus en plus invivable. Il s'emportait dès qu'un homme posait un regard sur moi. Il faisait des crises pour un simple t-shirt moulant. Il ne cessait de répéter que j'étais à lui, rien qu'à lui. La trace sur la joue d'Amy a viré au bleu, puis au vert, gonflé, couvrant la moitié de son visage. Pour protéger mon mariage, elle a raconté à tout le monde qu'elle était tombée, juste pour m'éviter des ennuis. Moi, je suis restée. Bébé de 4 mois, pas de boulot. James avait insisté pour que j'arrête de travailler. Aucune ressource. Tout était à son nom. Je dormais dans la chambre du bébé, à peine un mot entre nous. Lui, il continuait comme si de rien n'était. C'était juste une gifle, tu dramatises. 3 nuits plus tard, il est rentré complètement saoul alors que j'allaitais dans le salon. Il a vu la scène et a piqué une crise. « Couvre-toi. Et si quelqu'un te voyait? J'allaite notre fille, ici, dans notre salon. Ton corps m'appartient. À moi de regarder, de toucher, de te contrôler. » Il m'a serré le bras si fort qu'un énorme bleu est apparu. Le bébé s'est mis à pleurer à plein poumon. « Tu vois ce que t'as fait ?» Il m'a engueulé. « C'est de ta faute si elle pleure. » Quand il s'est écroulé, j'ai tout de suite appelé Amy. Elle est venue en courant, a vu mes bras couverts d'échymose. On s'en va, maintenant. On a attrapé ce qu'on a pu, les affaires du bébé, des papiers, un peu de vêtements. J'ai laissé ma bague sur le plan de travail avec un mot. Je n'appartiens à personne. Le lendemain, James est passé par tous les états, du hurlement aux supplications en passant par les menaces, puis les excuses. Sa mère m'a traité de monstre d'avoir tout laissé pour une seule faute. En réalité, il a frappé Amy et il m'a prise pour son punching ball. C'est dans la nature des mecs, disait-elle. Non, un homme qui violente une femme est un criminel. Point. Amy m'a accompagnée au commissariat pour déposer une demande d'ordonnance de protection. Les policiers ont tout pris en photo. James a reçu sa notification au travail. Depuis, il se bat pour obtenir la garde de notre fille, prétendant que je ne vais pas bien dans ma tête. Mon avocate me conseille de tout consigner soigneusement. J'écris chaque violation, chaque fois qu'il traîne devant l'immeuble d'Amy où je me cache. Ses potes me harcèlent sur Internet. Tu fais tout un cirque. Tu détruis la vie d'un type bien pour rien. Hier, James m'a envoyé un SMS depuis le portable d'un copain. Tu resteras à moi pour toujours. J'ai fait une capture d'écran, envoyé ça à mon avocate, puis répondu « Je n'appartiens à personne ». Ce matin-là, tout a basculé. Amy était en train de préparer le petit déjeuner quand son téléphone a sonné, numéro inconnu. « Allô ?» Je l'ai vu pâlir tout à coup. « Comment vous avez eu ce numéro ?» Elle a raccroché en tremblant. « C'était qui ?» L'ex de James. Rebecca, celle d'avant toi. Je n'avais jamais entendu parler de Rebecca. Elle a dit qu'elle devait absolument te prévenir. Elle arrive. Rebecca s'est pointée 1 heure plus tard, toute menue, nerveuse, jetant des coups d'œil inquiets derrière elle. J'ai appris pour l'ordonnance de protection par des amis communs, a-t-elle expliqué. Il faut que je te montre quelque chose. Elle a sorti son portable. Photo de bleu, d'œil au beurre noir, lèvres éclatées, rapport de police, dossier d'hôpital. Voilà ce que j'ai vécu. 3 ans avec James. J'avais la nausée. Il m'a cassé des côtes, fracturé l'orbite. Toujours là où les vêtements pouvaient le cacher, sauf quand vraiment il craquait. Mais personne n'a rien fait. Ses parents m'ont payé pour que je disparaisse. 50 000 €, un deal. Tu signes, tu quittes la région, tu ne reviens jamais. Elle m'a montré le contrat. Le père de James l'avait signé. Ce n'était pas la première fois, et ça ne sera sûrement pas la dernière. Et l'ordonnance? J'en avais une aussi. Elle m'a montré un article sur son téléphone. Lisa. Disparition d'une jeune femme après rupture de son accord de confidentialité. C'était mon amie Melissa. Après moi, elle a voulu mettre en garde la nouvelle compagne de James. Elle a disparu 2 jours après avoir rompu son engagement. Tu penses que James? Je pense surtout que sa famille a de l'argent, des contacts. Je prends un vrai risque en venant. Amy a attrapé ma main. Il faut partir, pas seulement d'ici, fuir la ville. Rebecca a approuvé sans hésiter. Ce soir, tu n'en parles à personne. C'est insensé. Mon portable s'est mis à vibrer. L'avocat de James, mon client vous propose 100 000 € pour la garde exclusive de votre enfant et un accord de confidentialité. Délai de réflexion, 24 heures. Rebecca est devenue blême. C'est comme ça que ça commence. Tu prends l'argent ou... On n'a pas eu le temps de dire plus. La porte de l'appartement d'Amy a volé en éclats. James s'est introduit, haletant. Distance de sécurité, 150 mètres, ai-je lancé. Amy a tenté le bluff. Elle a expiré il y a 1 heure. Le juge l'a annulé. Mon avocat est le meilleur. Il a brusquement toisé Rebecca. T'as brisé le contrat. Elle s'est précipitée vers la sortie de secours. Il ne l'a pas suivie. Il m'a cloué du regard. Prépare les affaires du bébé. On rentre. Non. Il a eu un sourire froid. Si. Sinon, il arrivera un accident à Rebecca.
c'est toi qui vois. Mon téléphone a vibré, SMS d'un numéro inconnu, photo de la voiture de Rebecca prise en filature. 5 minutes, a lancé James. Décide-toi. J'ai rejoint le cosy où ma fille dormait, le souffle régulier, paisible. Mes mains tremblaient en détachant les sangles. Je l'ai prise tout contre moi, elle n'a même pas bronché. Je voyais James planté dans l'encadrement de la porte avec ce sourire de prédateur. Il me fallait gagner du temps, trouver une solution pour que Rebecca ne paie pas le prix fort. Amy, tétanisée près de la cuisine, cherchait frénétiquement une issue sans succès. Elle a d'abord regardé vers la porte, puis James, puis moi. Mais il faisait barrage, mur impénétrable entre nous et la liberté. J'ai serré ma fille contre mon cœur. J'ai ouvert la bouche, prête à tout pour nous accorder ces quelques minutes en plus. Mais avant que je n'aie le temps de dire quoi que ce soit, James a sorti son portable et, sans un mot, m'a montré l'écran. Une vidéo en direct, où l'on voyait la voiture de Rebecca à travers le pare-brise, ses feux arrière rougissant à un feu. La caméra était braquée juste derrière elle, suffisamment près pour lire la plaque d'immatriculation. J'ai senti mon estomac se nouer. Ce n'était pas du bluff. À cet instant, quelqu'un la suivait, prêt à agir au signal de James. Mes mains se sont mises à trembler, et ma fille, ressentant ma peur comme seuls les bébés savent le faire, s'est agitée dans mes bras. En voyant ces images, j'ai compris que je n'avais plus de marge de manœuvre. Rebecca avait pris énormément de risques pour me prévenir, et elle était à présent en danger à cause de moi. C'était impensable de la laisser subir des conséquences parce que moi, j'avais trop peur de retourner là-bas. J'ai avalé difficilement ma salive avant d'accepter l'évidence et de prononcer les seuls mots possibles. J'ai dit à James que je le suivais immédiatement s'il arrêtait de faire filer Rebecca. Un large sourire s'est dessiné sur son visage. Il a passé un bref coup de fil, à peine 2 mots échangés. Puis il m'a tendu l'écran à nouveau. La voiture qui suivait Rebecca a tourné à la prochaine intersection, disparaissant aussitôt. Un soulagement mêlé d'angoisse m'a envahi. J'avais consenti à revenir sous sa coupe, dans cette maison. Amy, qui jusque-là était restée muette, a enfin trouvé sa voix et a commencé à protester, répétant que je ne pouvais pas partir avec lui, qu'il fallait prévenir la police, qu'il devait bien exister une autre solution. Mais j'étais déjà en train de rassembler en vitesse mes affaires sur le canapé, les doigts tremblants. J'ai fourré dans le sac à langer, couches, lingettes, biberons, tout ce que je trouvais à portée de main, sous le regard attentif de James, qui ne me lâchait pas, tel un fauve surveillant sa proie. J'ai tenté de garder mon calme alors que la panique me submergeait. Ma fille s'est mise à pleurer, sentant la tension qui pesait dans la pièce, et je l'ai doucement bercée, sans ralentir mes gestes. Amy poursuivait, la voix de plus en plus haute, de plus en plus stressée. Elle m'a saisie par le bras et a essayé de m'attirer à l'écart de James. Je l'ai regardé droit dans les yeux et, discrètement, j'ai articulé « Appelle la police ». Elle a cligné des yeux. J'ai vu qu'elle comprenait. Elle m'a aussitôt lâchée et s'est écartée. J'ai passé la bandoulière du sac à langer sur mon épaule, puis je me suis avancée vers James, ma fille toujours blottie dans mes bras, en pleurs. Il a posé sa main sur le bas de mon dos, me guidant fermement vers la sortie, possessif, déterminé. Je n'ai même pas osé regarder Amy, craignant de perdre pied si nos regards se croisaient. Sur le parking, la berline noire de James nous attendait, la même depuis toujours. Il a ouvert la portière passager et a patienté le temps que j'installe le bébé à l'arrière. Puis je me suis assise devant. La portière s'est refermée dans un bruit sourd, comme le claquement d'une cellule qui se ferme. James a pris place derrière le volant et, sans mots, a démarré. On a quitté le parking dans un silence pesant. Mon téléphone était encore dans ma poche, alors j'ai profité qu'il regarde la route pour le sortir discrètement. Toujours aussi discrète, j'ai ouvert mes messages, retrouvé le numéro de Rebecca et tapé aussi vite que possible, tout en tremblant. Il sait pour la clause de confidentialité. Quelqu'un t'a suivi. Mets-toi à l'abri. Cache-toi. Je suis désolée. J'ai envoyé le message, mais à peine l'eus-je fait que James, d'un coup d'œil, a remarqué le téléphone dans ma main. Il me l'a arraché sans que je réagisse, sans même chercher à lire ce que j'avais envoyé. Il a simplement baissé la vitre et l'a jeté sur l'autoroute, sans un mot. J'ai vu mon téléphone heurter l'asphalte, voler en éclats, avant d'être broyé par les voitures de passage. Mon dernier lien avec Amy, avec le reste du monde, venait de disparaître. Il n'y avait plus rien, j'étais complètement coupée de tout. James a remonté la vitre et continué de conduire, imperturbable, comme si de rien n'était. Ma fille, apaisée par le trajet, s'était rendormie. De la fenêtre, je regardais défiler les rues familières, celles qui menaient à la maison dont je m'étais enfuie il y a à peine quelques jours, mais j'avais la sensation d'avoir laissé toute une vie derrière moi. Rien n'avait changé à notre arrivée, même façade blanche, même volet noir, pelouse impeccable, entretenue avec soin, comme toujours. Mais cette fois, sur le perron, nous attendait Estelle, la mère de James, impeccablement vêtue d'une robe et de perles, comme si elle recevait des invités. Son sourire s'est voulu chaleureux, mais il n'a jamais touché ses yeux. Son regard était aussi froid qu'une lame. Calculateur, comme si j'étais enfin revenue à la place qu'elle avait prévue pour moi. James s'est garé puis m'a ouvert la portière. J'ai pris ma fille dans ses bras avant de monter les marches. Estelle a pris un air ravi. « Je suis tellement heureuse que tu aies retrouvé la raison », a-t-elle déclaré, comme si je venais d'agir sagement, alors qu'en réalité, je n'étais revenue que sous la contrainte. Elle m'a effleuré le bras pour m'entraîner à l'intérieur, tout en bavardant sur l'importance de la famille dans l'adversité. La maison sentait exactement comme avant, les produits ménagers soigneusement choisis par Estelle, tout exactement à sa place, meubles, souvenirs, lettres empilées dans la cuisine, rien n'avait changé. Mais ce qui m'a vraiment coupé le souffle, c'est quand Estelle m'a menée à l'étage, dans la chambre du bébé.
Elle avait remis chaque chose à sa place, comme si tout était parfaitement normal, comme si rien ne s'était passé. Le berceau, la table à langer, le mobile au-dessus du lit, tout y était. Des draps propres, les rangements à nouveau pleins. Elle était fière de me présenter ce décor implacable et attendait sans rien dire que je la remercie. J'ai posé ma fille dans son lit et les regardé dormir, avec ce sentiment de nausée, l'impression d'être enfermée. Chaque détail de cette pièce était là pour me rappeler que ce lieu n'avait rien d'un refuge. C'était une cage. À ce moment-là, James est apparu dans l'embrasure de la porte. Estelle s'est tournée vers lui, un air approbateur sur le visage, comme toujours. Il a pris la parole, posément, comme s'il énonçait des règles toutes simples. Pas de téléphone, pas d'ordinateur. Tu ne mets pas un pied dehors sans moi. Je travaillerai à la maison pour te surveiller. Sa voix était égale, presque douce, mais sa décision était irrévocable, et il venait à l'instant de fermer la porte sur mon monde. Estelle n'a pas cessé d'acquiescer, comme si tout ça allait de soi. De mon côté, je me contentais d'écouter en faisant mine d'accepter. Oui, j'avais compris. Oui, je suivrais les règles. Oui, je savais que c'était préférable pour l'instant. Mais dans ma tête, j'enregistrais déjà chaque détail utile. La clé de secours cachée sous le pot de fleurs derrière la porte, les horaires des voisins, le sentier qui descendait derrière la maison jusqu'à la grande route, la fenêtre de la buanderie qui fermait mal. Je gardais tout ça en mémoire, me préparant à fuir au moment opportun, car il n'était pas question que cette situation se prolonge. Je refusais d'accepter que ce soit définitif. Pour l'instant, je devais juste protéger ma fille, coûte que coûte, seconde après seconde. James, apparemment satisfait par ma docilité, s'est éclipsé pour passer quelques coups de fil. Estelle est restée, m'aidant à ranger le sac du bébé, sans se lasser de répéter que ce retour était la meilleure chose à faire, que James voulait simplement notre bonheur. Je faisais semblant d'adhérer à son discours, enfouissant au fond de moi ce que je ressentais vraiment. Cette première nuit, j'ai dormi dans la chambre du bébé. J'ai expliqué à James que je voulais rester près d'elle, au cas où elle aurait besoin de moi, et il a accepté. Une fois seul, j'ai poussé la table à langer devant la porte. Ce n'était pas suffisant pour vraiment le retenir s'il décidait d'entrer, mais ça ferait du bruit, assez pour m'alerter. J'ai passé des heures allongée sur la petite banquette, collée au mur, les yeux rivés au plafond, sursautant au moindre bruit, la maison qui craquait, le chauffage qui se mettait en route, une voiture qui passait au loin. À chaque fois, mon cœur se serrait, persuadée que James allait surgir. Ma fille, elle, dormait profondément dans son berceau, paisible, insouciante du moindre danger. Elle émettait dans son sommeil de petits bruits adorables, de fins soupirs, de minuscules gestes. À la lueur de la veilleuse, je la contemplais et je me faisais une promesse. Un jour, je parviendrai à nous sortir de là. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Les rares moments où le sommeil me gagnait, je me réveillais en sursaut, le cœur affolé. Ma fille, elle aussi, a dormi d'un trait, en sécurité, et c'était tout ce qui comptait. Le lendemain matin, le temps d'ouvrir un œil, j'entendais déjà James s'activer en bas. Il préparait du café, attaquait sa journée comme si de rien n'était. Je me suis occupée du bébé, la nourrissant et la changeant d'un geste machinal. Ces routines familières prenaient une tournure étrange dans ce contexte irréel. Puis j'ai entendu des voix à la porte d'entrée, celle de James et une autre que je n'ai pas reconnue sur le moment. Et puis, tout à coup, Amy, elle exigeait de me voir, la voix tendue de colère et d'inquiétude. Je me suis hissée en haut de l'escalier, le bébé dans les bras, pour écouter discrètement. James gardait son calme, expliquant avec un air désarmant que j'étais revenue et que je ne souhaitais pas recevoir de visite. Il avait ce ton si calme, si posé, presque bienveillant. Entre les barreaux de la rambarde, j'ai aperçu Amy sur le perron. Son visage était encore plus marqué que la veille, et elle n'était pas seule. Un homme en costume se tenait à ses côtés, le détective Garza. Je l'ai compris tout de suite. Amy avait appelé la police, exactement comme je le lui avais demandé. Un espoir fugitif m'a traversée, mais je suis restée pétrifiée, sans respirer, en haut des marches. Le détective Garza a déclaré qu'il devait lui-même s'entretenir avec moi. James ne pouvait pas refuser sans passer pour louche. Il s'est écarté pour les laisser entrer, puis il m'a appelé pour que je descende. J'y suis allée, la gorge serrée, ma fille collée contre moi. Le regard d'Amy a croisé le mien, j'y ai lu toute son inquiétude. « Tu vas bien ?» J'ai tenté de rester neutre. Le détective Garza s'est présenté comme il se doit, puis m'a demandé si quelqu'un me retenait ici contre mon gré. Les phrases que James m'avait répétées le matin même me sont revenues toutes seules. J'ai assuré que tout allait bien, que c'était moi qui avais choisi de revenir, que j'avais été perdue mais que désormais je voyais plus clair, toutes ces explications que James voulait entendre. Mais pendant que je parlais, je ne quittais pas le détective Garza des yeux, espérant qu'il saisirait ce message muet. Regardez au-delà des apparences. Comprenez que je mens. Aidez-moi. Je n'avais aucune idée pourtant si le message passait. Amy, elle, était toute tension contenue, les poings serrés, mais elle n'a rien dit. Le détective Garza m'a encore posé quelques questions, et j'y ai toujours répondu comme James l'exigeait. Finalement, il m'a tendu sa carte en me disant d'appeler si jamais j'avais besoin d'aide. Puis il est reparti avec Amy. Je les ai regardés remonter dans la voiture, Amy lançant un dernier regard inquiet sur la maison avant de disparaître. Une fois la porte refermée, James a explosé. Son calme de façade s'est fissuré, sa colère a jailli.
Il faisait les 100 pas dans le salon, les poings crispés, prêt à tout casser. Il s'est saisi de son téléphone et a tout de suite appelé Ashton Willis, son avocat, débitant à toute vitesse que c'était Amy qui posait problème, qu'elle essayait de saboter notre mariage, qu'elle nous harcelait, que c'était elle qui avait forcé la police à intervenir, qu'elle refusait de comprendre que j'étais revenue par choix. Il mentait avec une telle assurance que j'ai compris qu'il avait déjà agi ainsi par le passé. Il avait perfectionné sa technique, sans doute utilisée contre Rebecca et d'autres avant elle. Il annonçait vouloir porter plainte contre Amy pour harcèlement, réclamer une mesure d'éloignement. Il a prouvé tout ce que lui conseillait son avocat, puis il a raccroché et m'a lancé ce sourire glacial. Avant de lâcher, Amy a commis une très grosse erreur. Je me suis contentée de serrer un peu plus fort ma fille contre moi, consciente que rien de ce que je pourrais dire n'aurait le moindre effet. Je me suis tue, le laissant dérouler sa stratégie, tout en préparant déjà dans un coin de ma tête mon prochain mouvement. Le lendemain matin, James a filé chez son avocat. 10 minutes à peine plus tard, Estelle débarquait comme si elle attendait planquée au coin de la rue. Elle a traversé la maison en vérifiant portes et fenêtres, tandis que je restais dans la chambre à donner le biberon. Elle s'est installée en face de moi et a entamé, sur son ton bien rodé, un nouveau discours sur le mariage, les sacrifices, la fidélité, reprenant le même refrain appris par cœur. Elle parlait du rôle d'une épouse, de ce soutien qu'on se doit d'apporter à son mari dans les moments difficiles, en affirmant que les femmes d'aujourd'hui avaient oublié la véritable signification de l'engagement. Je hochai la tête, lâchant quelques phrases approbatrices, tout en berçant le bébé qui tétait. Puis, d'un air indifférent, Estelle glissa qu'elle-même avait tout appris au temps où son mari, le père de James, était encore en vie. Elle ajouta que parfois, les hommes se laissaient déborder par leur frustration, et que c'était alors aux femmes de faire preuve de patience et de compréhension. Pendant qu'elle parlait, elle caressa distraitement son poignet, et j'aperçus une fine cicatrice blanche. À cet instant, tout prit sens. James n'avait rien inventé, il ne faisait que reproduire ce qu'il avait vu chez son père. Et pendant ce temps, Estelle était restée, justifiant l'injustifiable. Aujourd'hui encore, elle tentait de me transmettre cette résignation. Cette prise de conscience me glaça le sang, mais j'affichai un visage impassible et la remerciai avec politesse pour ses conseils. Une fois Estelle partie, j'allongeai le bébé pour sa sieste, puis me dirigeai vers le placard pour chercher des couvertures. En fouillant l'étagère du haut, je heurtai par hasard un objet dur, tout au fond. J'en retirai une vieille tablette couverte de poussière, visiblement oubliée depuis longtemps. Les mains tremblantes, j'essayais de l'allumer. La batterie était complètement vide, mais j'ai fini par remettre la main sur le chargeur et la brancher. 20 minutes plus tard, la tablette redémarra et captait encore le Wi-Fi de la maison. À ce moment-là, mon cœur tambourinait tant que je l'entendais battre dans mes tempes en ouvrant la messagerie. J'ai alors écrit à Verity, choisissant chaque mot avec la plus grande précaution, pour qu'au cas où James lirait le message, rien ne puisse le trahir. Je prétextais le besoin de parler du dossier médical de ma fille, tout en glissant des détails très précis sur la configuration de la maison et l'emploi du temps de James, autant d'indices codés que Verity saurait décoder. J'ai appuyé sur « Envoyer » et regardé le message disparaître. Dans la foulée, j'ai effacé l'historique du navigateur, vidé le cache de la messagerie et éteint la tablette. Un gros éléphant en peluche posé là m'a donné l'idée. J'ai ouvert discrètement la couture dans son dos, glissé la tablette à l'intérieur, puis soigneusement recousu à l'aide de mon nécessaire à couture. L'éléphant avait retrouvé sa place sur l'étagère, plus innocent et inoffensif que jamais. Les 2 jours suivants se sont déroulés sur le même rythme lent et oppressant, dans une routine étouffante. James s'était installé avec son ordinateur portable sur la table de la salle à manger pour télétravailler, d'où il surveillait chaque recoin de la cuisine et le couloir menant à la chambre du bébé. À chaque mouvement, il levait les yeux, ne me quittant jamais vraiment du regard. Je changeais les couches, préparais des biberons, lançais des lessives, toujours sous sa surveillance constante. Estelle passait tous les après-midi, les bras chargés de plats mijotés. Elle déposait les casseroles sur le plan de travail, ne manquant jamais de remarquer comme j'avais meilleure mine, comme la maison semblait à nouveau vivre. À l'entendre, j'avais retrouvé des couleurs, la maison son ambiance chaleureuse, et ma vraie place était ici, à veiller sur les miens. Je lui adressais des sourires, la remerciais pour ses petits plats, vantais les mérites de sa cuisine, et affirmais combien cela me faisait du bien d'être enfin de retour. Pourtant, au fond, la colère grondait, sourde et explosive, comme la vapeur qui s'accumule dans une cocotte prête à céder. Chaque sourire me donnait l'impression d'avaler des éclats de verre. Chaque mot de remerciement avait le goût amer du poison. Tout mon ressentiment, je l'enterrais au plus profond de moi pour continuer à jouer le rôle qu'elle voulait que je tienne. Le 3e jour, quelqu'un frappa à la porte. James s'en chargea, et je reconnus la voix d'une femme annonçant sa venue des services de protection de l'enfance pour une visite de routine. James la fit entrer avec tout le cérémonial du parfait hôte, et elle expliqua qu'elle devait simplement s'assurer que le bébé était en bonne santé et que la maison offrait un environnement sûr. James resta tout près de moi durant toute la visite. La dame posa des questions sur les horaires d'alimentation et les routines du bébé, mais c'est James qui répondait à la plupart, même lorsque c'était à moi qu'elle s'adressait. Elle demanda à voir la chambre du bébé. Nous l'avons accompagnée à l'étage. Elle a parcouru la pièce des yeux,
s'est attardée sur le lit à barreaux, la table allongée, puis a sollicité la permission de prendre le bébé dans ses bras. Je lui tendis ma fille, la regardant vérifier, avec une grande douceur, qu'il n'y avait aucun signe de négligence ni de manque de soins. Elle me rendit l'enfant avec un sourire, puis déclara à James qu'il était évident que notre foyer respirait l'amour. Au moment de partir, elle trébucha et se rattrapa à mon bras. Je sentis un bout de papier glisser dans ma paume, que je resserrai aussitôt. En s'excusant pour sa maladresse, elle descendit les escaliers et quitta la maison. Sitôt partie, je filai à la salle de bain et dépliai le mot « Aide en cours d'organisation », écrit en minuscules. Sans réfléchir, je le jetai dans les toilettes et me lavai les mains à 2 reprises. Cet après-midi-là, profitant de la sieste du bébé, je rangeai la chambre lorsqu'un petit appareil noir, dissimulé derrière le babyphone, attira mon attention. À peine la taille d'une pièce de 2 €, avec une minuscule lumière rouge. Je le soulevai prudemment, un enregistreur. Mon estomac se noua aussitôt. Je fouillai l'étagère à livres, en découvris un autre, puis un 3e sous la table allongée. James écoutait absolument tout. Chaque mot, chaque conversation, chaque tentative d'appeler à l'aide. J'ai remis les appareils où je les avais trouvés. Dès lors, je ne parlais plus que du bébé ou des tâches ménagères, que ce soit ici ou ailleurs dans la maison. Mes vraies pensées restaient enfermées en moi, hors de portée. Le soir venu, tandis que James était sous la douche, le téléphone sonna. Je décrochai rapidement, redoutant que le bébé se réveille. La voix de Rebecca se fit entendre, basse et hâtive. Je suis à l'abri, mais j'ai envoyé les preuves à l'inspecteur Garza avant de disparaître. La famille de James a un avocat, Ashton Willis, spécialiste des affaires comme celle-ci. Elle voulait continuer, mais la ligne fut coupée. Je restai plantée là, le combiné à la main, répétant ce nom dans ma tête, Ashton Willis. Ce soir-là, James rentra avec des fleurs, des roses roses dans un vase en verre. Il les déposa sur le plan de travail, puis me dit qu'il regrettait d'avoir été si strict ces derniers jours. « Je t'aime à en perdre la raison. Rien que l'idée de te voir partir me rend fou », a-t-il murmuré en me serrant contre lui, avant de déposer un baiser sur mon front. Ses mains glissèrent sur mon dos avec une douceur singulière, presque surprenante. J'aurais pu croire à ce moment de grâce, mais tout ce que Rebecca m'avait raconté me revenait en mémoire. La mécanique de l'emprise, le cycle infernal, la phase d'explosion, puis les remords, et ensuite cette période de lune de miel où tout semble idyllique, jusqu'à ce que la tension monte à nouveau et que le cercle recommence. J'étais en plein cœur de cette accalmie mensongère. Je me suis réfugiée dans ses bras et j'ai joué mon rôle, lui faisant croire que je comprenais, avant de lâcher dans un souffle « Moi aussi, je t'aime ». Les mensonges me coulaient désormais des lèvres avec une facilité déconcertante. Les jours suivants, je me suis pliée scrupuleusement à toutes les exigences de James. Je n'entreprenais rien sans son aval. Je portais les tenues qu'il choisissait, j'initiais des gestes tendres, j'affichais un bonheur de façade dès qu'il posait la main sur moi. Je préparais ses plats favoris, la maison resplendissait. Estelle a bien vite constaté ma transformation. « Je vois que tu as enfin pris les choses dans le bon sens », s'est-elle félicitée. « Tu ressembles à une vraie épouse. Maintenant, j'ai esquissé un sourire, la remerciant pour ses précieux conseils. Mais intérieurement, je notais tout, chaque détail, chaque habitude. L'heure à laquelle James quittait la maison, l'heure où il rentrait, les visites d'Estelle, les portes verrouillées, les fenêtres équipées d'une alarme. J'observais tout, consignant mentalement ces informations pendant qu'eux me croyaient en pleine déroute. Le bébé avait un rendez-vous chez le pédiatre. James a insisté pour nous accompagner, attendant patiemment dans la salle d'attente, puis s'est levé d'un bond lorsque mon nom a été appelé, prête à nous suivre. Mais l'infirmière lui a expliqué que seule la maman pouvait entrer, le cabinet étant trop exigu. Il a hésité, avant de reprendre sa place, contrarié. J'ai suivi l'infirmière, mon bébé dans les bras. Pendant qu'elle pesait le petit, j'ai discrètement glissé dans sa main le billet minuscule que j'avais rédigé à l'aube. Un éclair d'inquiétude a traversé son regard. Elle a hoché la tête et a enfoui le message dans sa poche en toute discrétion. J'y expliquais que j'étais retenue de force et que Verity détenait toutes les informations nécessaires. Je priais pour qu'elle réponde, qu'elle ne balaye pas mon appel au secours d'un revers de main. L'examen s'est achevé sur des paroles rassurantes. Le bébé grandissait parfaitement. Nous sommes revenus dans la salle d'attente. James s'est redressé d'un bloc et m'a saisi fermement par la taille jusqu'à la voiture. 3 jours plus tard, Ashton Willis a débarqué à la maison. James m'a intimé de monter à l'étage jusqu'à la fin de leur entretien. J'ai obéi, emmenant le bébé dans la chambre, puis suis retournée m'asseoir en haut des escaliers, à portée de voix de la salle à manger. Ashton exposait la stratégie pour obtenir la garde. Les juges sont généralement sensibles aux arguments du père, surtout si la mère paraît instable. Il évoquait des témoignages d'Estelle sur mon comportement, soulignait mon passé de fuite et de fausses alertes, jusqu'à laisser entendre que je souffrais de dépression postpartum. James acquiesçait, expertise médicale, évaluation psychiatrique. Ashton était catégorique. Il pouvait constituer un dossier en béton pour m'écarter de ma fille, m'isoler sous prétexte d'instabilité. J'encaissais chaque mot, chaque perfidie, comme autant de clous scellant le cercueil dans lequel ils tentèrent de m'enfermer. Je suis remontée discrètement dans la chambre avant qu'il ne termine, serrant fort ma fille endormie contre moi. Le lendemain, Estelle a déboulé l'après-midi, chargée de 3 énormes albums photos. Sans cérémonie, elle les a déposés sur la table basse du salon.
James m'a ordonné de la rejoindre et d'écouter. J'ai pris place, mon bébé dans les bras, tandis qu'Estelle ouvrait la première reliure. Sur chaque page, des souvenirs d'une enfance lisse, fête d'anniversaire à la décoration parfaite, photos de classe où James arborait ce large sourire, vacances en famille à la mer ou dans des parcs d'attractions. Estelle me montrait chaque cliché, commentant d'une voix étudiée. Regarde comme il était adorable. Il n'a jamais fait de crise, toujours à partager ses jouets. Il pleurait dès qu'il voyait un animal blessé. J'hochais la tête, enchaînant les formules attendues, pendant qu'elle déroulait son récit bien huilé. Puis elle a passé au second album, l'adolescence de James. Même sourire impeccable, même perfection. Sur une page, une photo de famille prise lors d'une fête. James, debout près de son père. J'ai été frappée par leur ressemblance. Même carrure, même mâchoire, même posture droite. Mais ce sont les yeux du père qui m'ont glacée. Ce regard froid, vide, même lorsqu'il souriait. Exactement le regard que me lance James aujourd'hui. Estelle poursuivait ses louanges, mais je ne pouvais plus détourner mon regard de cette photo. La vérité m'a frappée de plein fouet. James n'a pas inventé tout cela. On lui a montré comment faire. 2 jours plus tard, il m'a ordonné de nettoyer son bureau. Il s'est installé dans la salle à manger, à portée de vue du couloir. J'ai pris mes produits, me suis activée selon ses instructions. D'abord les étagères, puis le bureau. En essuyant, j'ai ouvert le tiroir du haut, faisant mine de le dépoussiérer. À l'intérieur, des papiers juridiques, des titres de propriété. J'en ai sorti un avec précaution. La famille détenait une maison dans un autre état. Un autre document pour un chalet à la montagne, puis un troisième bien, encore ailleurs. Les mains tremblantes, j'ai photographié chaque page à l'aide de la tablette cachée dans mon panier. Puis j'ai découvert un dossier « Transactions ». Je l'ai ouvert. C'était une succession d'accords, de paiements à des bénéficiaires anonymes, de clauses de confidentialité. Les montants défilaient, affolants. 50 000, 75 000, 100 000. Certains signés il y a des années par le père de James, d'autres plus récemment par James lui-même. J'ai capturé un maximum de preuves, le cœur battant à tout rompre, persuadé que James devait l'entendre de la salle à manger. Puis j'ai tout remis à sa place, soigneusement, chaque chose exactement où je l'avais trouvée, avant de finir le ménage et de sortir du bureau. James a relevé les yeux de son ordinateur, surveillant toujours. Je suis restée impassible en rangeant les courses dans la cuisine. Le lendemain matin, un coup puissant a retenti à la porte d'entrée. James est allé ouvrir. Le détective Garza se trouvait sur le seuil, escorté de 2 policiers en uniforme. Il a sorti un mandat, que James a pris en serrant les dents, puis s'est effacé pour les laisser entrer, tout en gardant une voix étonnamment calme et posée. Il a demandé ce qu'ils venaient chercher. Le détective lui a expliqué qu'ils avaient reçu des preuves de menaces et d'intimidation, qu'ils devaient fouiller la maison ainsi que les voitures. James a opiné, imperturbable, comme si rien ne le concernait. De la chambre du bébé, je surveillais l'allée par la fenêtre. 2 agents inspectèrent la voiture de James, ouvrirent le coffre, examinaient chaque recoin sous les sièges. L'un d'eux a sorti un grand sac à scellé dans lequel il a placé un objet, puis un autre, et encore 2, 4 en tout, avant qu'il n'ait en terminé. Le détective Garza est monté à l'étage et a frappé à la porte de la chambre du bébé. J'ai ouvert en gardant le petit contre moi. Il m'a observé longuement avant de demander, d'un ton presque doux, si tout allait bien. J'ai répondu que oui. Puis il m'a questionné. « Vous êtes ici de votre plein gré ?» J'ai dit oui, alors que James surveillait la scène depuis le couloir. Le regard du policier ne laissait aucun doute. Il savait que je mentais, mais restait impuissant. Il a fouillé la pièce rapidement, a ouvert l'armoire, scruté sous le lit, puis est ressorti. J'ai entendu le groupe continuer la recherche en bas pendant encore 20 minutes, jusqu'à ce que la porte d'entrée se referme sur eux. Par la fenêtre, je les ai vus s'en aller, les fameux sacs de preuves à la main. Pour la première fois depuis des jours, un semblant d'espoir m'a effleuré. James est entré dans la chambre à peine les voitures de police parties, a fermé puis verrouillé la porte derrière lui. Il s'est approché si près que j'ai reculé jusqu'à la table allongée, l'odeur d'alcool sur son souffle bien qu'il ne soit pas encore midi. Sa voix s'est faite glaciale, tranchante. Il m'a demandé ce que j'avais raconté à la police. J'ai juré ne pas leur avoir reparlé depuis la première fois, la voix tremblante malgré moi. Il s'est penché encore, insistant pour savoir si j'en étais certaine. J'ai hoché la tête, les larmes coulant malgré moi. La peur devait être lisible sur mon visage, tant elle était réelle. Après un long silence, il a enfin reculé, m'a ordonné de me rendre présentable, puis a déverrouillé la porte et quitté la pièce. Je me suis laissée glisser au sol, le bébé dans les bras, tremblante de la tête aux pieds. Il avait bu, il était à 2 doigts, et avait choisi de ne pas me frapper. Ce choix m'a presque plus effrayée qu'un coup. 1 heure plus tard, la voiture d'Estelle s'est garée dans l'allée. À peine arrivée, elle s'est précipitée vers l'entrée. Sa voix, venue de la cuisine, trahissait l'inquiétude. J'avais laissé le babyphone allumé exprès, bien caché pour qu'il n'y pense pas. Restée dans la chambre du bébé, j'écoutais. Estelle annonçait que l'avocat de la famille s'alarmait. Carrément. Garza fouillait partout, avait contacté 3 autres femmes en plus de Rebecca. Des femmes qui avaient signé, accepté l'argent. James s'est inquiété de savoir si l'une d'elles parlait. Estelle a avoué n'avoir encore aucune certitude. Mais l'avocat prévoyait un scandale imminent. Ils devaient se tenir prêts. La voix de James s'est tendue. C'est déjà réglé. On s'en sortira encore. Estelle a rappelé que son père n'était plus là pour étouffer ce genre d'histoire. James a répondu qu'il savait très bien gérer ses propres soucis. Et là, Estelle a lâché une phrase que j'ai dû me répéter pour y croire. Il y en a 3 autres, sans compter Rebecca. 4 victimes avant moi. J'en ai eu la nausée. Cet après-midi-là,
James m'a autorisé à téléphoner à Amy, mais il s'est collé à moi sur le canapé, a mis le haut-parleur pour tout écouter. Amy a décroché aussitôt, la voix lasse. Je lui ai demandé comment elle allait, elle a répondu que ça allait, juste fatiguée. J'ai dit que de mon côté, je m'efforçais d'arranger les choses, que j'appréciais son aide, mais que c'était à James et moi de régler nos problèmes en couple. Mentir ainsi m'a laissé un goût amer. Amy s'est tue un instant puis m'a assuré qu'elle comprenait, qu'elle serait là si jamais j'avais besoin. Je l'ai remerciée et promis de la rappeler bientôt. Avant de raccrocher, elle a tenu à me prévenir. Elle recevait des messages bizarres envoyés par des numéros inconnus, lui intimant de se mêler de ses affaires, de laisser tomber. J'ai observé James, en apparence seulement soucieux. Il a demandé à Amy si elle avait signalé ces messages à la police, ce qu'elle a confirmé. Il l'a encouragée à tout déclarer, sans hésiter. Puis il a raccroché, a éteint le téléphone et m'a dit que j'avais très bien géré la situation. Le lendemain, une femme inconnue s'est pointée chez nous. Elle a sonné vers 14h. James lui a ouvert. Elle s'est présentée comme une vieille amie de la famille, venue féliciter les jeunes mariés après avoir appris leur mariage. James l'a fait entrer, très poli, trop même. Estelle est descendue et j'ai vu sa mâchoire se crisper en découvrant la visiteuse. Ils se sont tous installés au salon, tandis que, cachée dans la cuisine, je les écoutais. La voix de la femme m'était vaguement familière, sans que je puisse la replacer. Elle a parlé des impôts fonciers, a posé des questions sur le chalet. Estelle a coupé court, préférant discuter en privé, et toutes deux sont allées dans le bureau de James. J'ai discrètement approché pour écouter à la porte. Estelle réclamait des explications sur les paiements. La visiteuse a révélé que la police l'avait contactée la semaine précédente, au sujet d'un accord signé des années auparavant. James a promis de s'en occuper, mais la femme est devenue froide. J'ai gardé le silence 5 ans, mais Garza fouille partout. Je n'irai pas en prison pour vous. Estelle lui a proposé plus d'argent, ce qui l'a fait rire. L'argent ne servira à rien si je finis comme les autres. Puis elle s'est éclipsée. Je suis vite retournée en cuisine avant que les autres ne sortent du bureau, mais j'avais compris. Encore une victime, une de plus qui s'était tue, payée pour se taire, et aujourd'hui trop inquiète pour continuer à se taire. Ce soir-là, alors que je faisais la vaisselle, James est venu poser sa main sur mon épaule. Tout de suite, j'ai senti mon corps se tendre et je n'arrivais plus à respirer, la panique me submergeant au point que je n'ai même pas pu la cacher. James s'en est rendu compte immédiatement. Il m'a attrapé par le bras et, l'air inquiet, m'a demandé ce qui clochait. Impossible de lui répondre, impossible même d'inspirer. Il a lâché mon bras et je me suis laissée tomber contre le plan de travail, essoufflée. À ce moment-là, Estelle est entrée dans la cuisine, m'a dévisagée, puis a jeté un regard à James. Elle a déclaré d'un ton clinique que, manifestement, je ne gérais pas bien le stress et qu'il me faudrait peut-être un traitement contre l'anxiété. James a approuvé, estimant qu'on devrait prendre rendez-vous chez le médecin pour qu'on m'évalue. J'ai peiné à reprendre mon souffle, puis, dans un élan de comédie, j'ai assuré que tout allait bien, que j'étais juste fatiguée. Estelle a posé sa main sur la mienne, affirmant que beaucoup de jeunes mamans passèrent par là, qu'il n'y avait aucune honte à avoir besoin d'aide médicale. Je voyais parfaitement leur petit manège. Ils étaient déjà en train de me peindre comme une femme instable, de bâtir le dossier dont ils auraient besoin devant le juge. J'ai esquissé un sourire, laissé entendre qu'elle avait sûrement raison, que je songerais à consulter, alors qu'au fond de moi, tout me poussait à fuir. Le lendemain, dans l'après-midi, quand James et Estelle sont sortis au jardin pour aller voir je ne sais quoi, je les ai guettés depuis la fenêtre de la cuisine. Dès qu'ils étaient assez loin pour ne rien voir, j'ai filé dans la chambre du bébé et sorti la tablette de sa cachette dans un ours en peluche. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'email adressé à Verity et j'ai tout déversé. Ce que j'avais compris, les 3 autres femmes, en plus de Rebecca, qui avait signé des accords, les propriétés dans 3 États, dont la cabane à la montagne, la femme venue la veille, la conversation sur ce détective Garza qui farfouillait partout, la panique d'Estelle à l'idée d'être démasquée, les dispositifs d'enregistrement découverts dans la maison, j'ai joint les photos des documents juridiques que j'avais prises dans le bureau de James, mentionné tous les noms entendus. Ensuite, j'ai soigneusement effacé l'historique, supprimé les messages envoyés, vérifié qu'aucune trace de ma présence en ligne ne subsistait, puis j'ai remis la tablette dans l'ours comme si de rien n'était, redescendant juste à temps quand James et Estelle sont revenus par derrière. James m'a demandé calmement ce que je faisais. J'ai répondu que je vérifiais le bébé. Il a acquiescé sans rien soupçonner. J'avais réussi. 2 jours plus tard, alors que je donnais le goûter au bébé dans la chambre, une femme en tailleur gris s'est présentée à la maison, se présentant comme la médiatrice désignée par le tribunal pour évaluer notre situation de garde. James lui a déroulé le tapis rouge, lui offrant un café, lui faisant visiter la maison jusqu'à la chambre du bébé méthodiquement aménagée, les jouets alignés, les photos de famille bien en vue. Il en a profité pour dire à quel point il aimait être père, travaillait de chez nous pour rester présent, et qu'il était très inquiet pour moi. Face aux questions de la médiatrice, il a pris un air accablé, expliquant que depuis la naissance du bébé, j'avais des comportements instables, que j'étais partie sans prévenir, que j'avais émis des accusations absurdes et qu'il ne m'avait jamais fait de mal, insistant sur mon côté paranoïaque et anxieux. Il disait tout ça avec une sincérité parfaite, comme si tout était limpide. La médiatrice a ensuite souhaité me parler seule dans le salon. Elle m'a demandé comment j'allais. J'ai tenté de jouer l'équilibre, d'avoir l'air calme, normal,
Mais la peur qui me tenait, le poids du secret, la vigilance de chaque instant me vidaient de toute énergie. Je sentais bien que mes réponses sonnaient creux, détachées. Je l'ai vue prendre des notes, cochant mentalement chaque case, me jaugeant. Quand elle est partie, je savais déjà ce que son rapport dirait. James le père idéal, et moi qui sombre. Au fond, la vérité n'avait plus aucune importance. Tout reposait sur l'impression de quelques minutes, ce qu'elle avait vu. Autrement dit, exactement ce que James avait voulu lui montrer. 2 jours plus tard, alors que j'étais en train de nourrir le bébé, le téléphone a sonné. En bas, James a répondu. Puis il m'a appelé, l'air grave. « C'est le détective Garza, il voudrait te parler. » J'ai pris le combiné, les mains tremblantes. La voix du détective était neutre, professionnelle. Il m'a appris qu'Amy s'était fait agresser la veille devant chez elle, par 2 inconnus, rouée de coups à tel point qu'elle avait un bras cassé, des hématomes, le visage et les côtes meurtries. Ses agresseurs lui avaient intimé l'ordre de cesser de se mêler de ceux qui ne la regardaient pas avant de la laisser sur le trottoir, en sang. J'ai senti mon estomac se contracter, la vue brouillée par l'effroi. J'ai levé les yeux vers James, debout dans l'embrasure, avec un air faussement inquiet, les sourcils froncés. Il m'a demandé si Amy allait bien, prétendant s'indigner que la ville soit si dangereuse, alors que j'avais la certitude qu'il était derrière tout ça, que rien n'échappait à son contrôle. Le détective a ajouté qu'Amy était hors de danger, et tenait à ce que je sois prévenue. Après avoir raccroché, James est revenu poser sa main sur mon épaule, murmurant qu'il était désolé pour mon ami. Ce simple contact m'a glacée, mais j'ai résisté à l'envie de le repousser. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'il était enfermé dans son bureau et Estelle occupée à la cuisine, je suis allée aux toilettes et, en relevant la tête, j'ai remarqué un minuscule point noir près du plafond. En grimpant sur la cuvette, j'ai découvert, horrifié, une minuscule caméra dissimulée dans le détecteur de fumée. J'ai vérifié la chambre et découvert une autre caméra cachée parmi les livres, braquée sur le lit. J'ai eu les jambes coupées, me suis laissé tomber au sol. James filmait tout, chaque tétée, chaque fois que je me changeais, chaque instant d'intimité dont je croyais être préservée. C'est comme si j'avais été violée, rien de moins, et j'ai à peine eu le temps de vomir aux toilettes, submergée de dégoût. Mais je n'ai rien laissé paraître. J'ai tiré la chasse, me suis rafraîchie, puis j'ai continué comme si de rien n'était, sous son œil que je sentais omniprésent, avec la sensation que plus rien ne m'appartenait. Même changer la couche du bébé devenait une scène dans un film dont je n'étais plus l'actrice principale, uniquement l'objet, observé sans répit. Je me suis habillée dans le dressing, sachant très bien qu'il pouvait m'observer. Avec toutes ces caméras, ma maison était devenue une prison, et jusqu'à mon propre corps m'échappait. 3 jours après, alors qu'on était attablés pour le déjeuner, un huissier est venu sonner. James a signé les papiers, le visage qui empourprait à mesure qu'il lisait. Verity avait réussi à obtenir une audience en urgence. Il devait se présenter au tribunal dans 3 jours. Il a balancé violemment les papiers sur la table, faisant trembler toute la vaisselle. Estelle les a ramassés, les yeux qui balayaient chaque ligne, la bouche de plus en plus crispée. James s'est alors tourné vers moi en me demandant comment mon avocate avait pu récupérer autant de détails sur la maison et notre façon de vivre au quotidien. Sa voix était sourde et menaçante. J'ai gardé un air impassible. Je lui ai répondu que j'en savais rien, que je n'avais réussi à joindre personne. J'étais envahie par la peur qu'il découvre la tablette cachée dans la peluche de notre fille. Il m'a fixé longuement et je me suis forcée à soutenir son regard, sans broncher. Finalement, il a détourné les yeux et a ordonné à Estelle d'appeler Ashton Willis immédiatement. Ce soir-là, Estelle a posé ses valises dans la chambre d'amis. De son ton enjoué, elle m'a annoncé qu'elle resterait jusqu'à l'audience, pour m'aider avec le bébé et me soutenir. Mais je n'étais pas dupe. Elle était là pour surveiller, rien de plus. Je n'avais même plus ces petits moments de solitude quand James travaillait ou dormait. Estelle restait constamment sur mes talons, à épier chacun de mes gestes d'un œil froid et calculateur. Elle me suivait partout, d'une pièce à l'autre. Elle s'asseyait dans la chambre du bébé pendant que je l'allaitais, attendait derrière la porte de la salle de bain. J'ai compris alors qu'elle ne se contentait pas de soutenir James. Elle participait pleinement à mon enfermement. Elle voulait me voir docile, offrir à son fils la famille parfaite dont il rêvait. Plus le procès approchait, plus James devenait imprévisible. Tous les soirs, il s'installait au salon avec une bouteille, se lançant dans des diatribes contre les épouses ingrates et les avocats trop curieux qui ne comprenaient rien à la loyauté familiale. Plus les nuits passaient, plus il devenait agressif. Je restais enfermée dans la chambre avec le bébé, la porte verrouillée, à écouter sa voix qui riait, grondait ou explosait à travers les murs. À 2 reprises, il est monté tambouriner contre la porte de la chambre, réclamant de voir sa fille. La première fois, il a hurlé que c'était son enfant et que je n'avais pas le droit de le lui interdire. La seconde, il s'est contenté de frapper de toutes ses forces, jusqu'à faire vibrer la porte. À chaque fois, Estelle s'interposait, parlant d'une voix calme jusqu'à ce qu'il redescende. Assise par terre, adossée à la porte, mon bébé dans les bras, je priais pour que la serrure tienne bon. La veille de l'audience, James est entré dans la chambre après que j'ai couché la petite. Il a rapproché une chaise, s'est assis et m'a expliqué mot à mot ce que je devrais répéter au juge. Que j'avais fait une dépression après l'accouchement, que j'étais partie de moi-même car je n'étais pas dans mon état normal, que j'étais revenue d'elle-même en comprenant que ma famille avait besoin de moi, que je voulais me battre pour mon couple. Il m'a obligée à répéter chacune de ces phrases encore et encore. Au moindre doute, au moindre tremblement dans ma voix, il me faisait tout recommencer. On y a passé plus d'1 heure, à ressasser ses mensonges, jusqu'à ce que je sois capable de les dire sans pleurer. À la fin, la gorge en feu, la voix éteinte, il m'a simplement dit que c'était suffisant. Il s'est levé, sorti de la pièce,
et j'ai entendu la serrure claquer. Il en avait installé une, toute neuve, qui ne s'ouvrait que de l'extérieur. J'étais enfermée avec mon bébé qui dormait, sans possibilité de sortir avant qu'il l'ait décidé. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis restée assise dans le fauteuil à bascule, à surveiller la respiration de ma fille, en essayant de me préparer à ce qui m'attendait. Le lendemain matin, au tribunal, j'étais entourée par James et sa famille. Estelle me tenait le bras pour traverser le parking. La main de James restait appuyée dans mon dos, il me guidait vers l'entrée. Ashton Willis nous attendait dans le couloir, à l'extérieur de la salle d'audience, et m'a entraîné un instant à l'écart. Il a relu mon témoignage, voix basse et urgente, en me rappelant de rester calme, de m'exprimer distinctement, de garder en tête que je voulais préserver ma famille. James était si près que je sentais presque sa présence. Puis les portes se sont ouvertes, on est entré. La juge, une femme aux cheveux gris tirés en arrière, nous a tous observés par-dessus ses lunettes pendant qu'on s'installait. Verity était assise de l'autre côté. Quand elle m'a vue, j'ai lu une surprise inquiète dans ses yeux. Je devais avoir mauvaise mine. Je n'avais pas dormi. J'étais maigre tant le stress m'avait rongée. Mes vêtements pendaient sur moi. La juge m'a demandé de m'avancer à la barre. Je me suis levée sur des jambes tremblantes. Elle m'a posé la question, sans détour. Étais-je retenue contre ma volonté? J'ai regardé James, qui arborait son air soucieux, irréprochable. J'ai croisé le regard d'Ashton, impeccable dans son costume hors de prix, sourire assuré. J'ai aperçu Estelle, impitoyable et glaciale. Et puis j'ai vu Verity, qui m'a adressé un léger signe de tête. J'ai ouvert la bouche. Au lieu de répéter les mensonges de James, c'est ma vérité qui a jailli. J'ai dit à la juge que j'étais prisonnière chez moi, qu'il y avait des caméras jusque dans la salle de bain et la chambre, que mon amie avait été agressée par des hommes envoyés par James, qu'avant moi, d'autres femmes avaient été forcées au silence, que la mère de James l'aidait à m'empêcher de partir, que je craignais pour ma vie et celle de ma fille. J'ai vu le masque de James se fissurer, son visage passer de l'inquiétude à la stupéfaction, puis à la colère. Il a tenté de se lever, Ashton l'a retenu. La juge a levé la main pour exiger le silence, puis m'a posé d'autres questions. J'y ai répondu tout simplement, sans détour, en sentant ma voix s'affermir à chaque mot. Je lui ai tout raconté. Rebecca, la clause de confidentialité, les documents découverts, les enregistrements que le commandant Garza avait récupérés, tout ce que j'avais toujours eu trop peur d'avouer jusque-là. Le visage de la juge se fermait davantage à chacune de mes réponses. Lorsque j'ai terminé, elle a aussitôt ordonné une enquête et m'a confié la garde provisoire. Elle a prononcé une nouvelle ordonnance d'éloignement, puis a fait venir la sécurité du tribunal. James a bondi de sa chaise, essayant de m'atteindre, en hurlant que j'étais sa femme, que je lui appartenais, que je n'avais pas le droit. 3 agents ont dû s'y mettre pour le maîtriser. Verity m'a attrapé par le bras et m'a entraîné vers une sortie discrète. Même en courant dans le couloir à l'arrière, j'entendais encore les hurlements de James. Le commandant Garza nous attendait, moteur tournant, devant une porte latérale. Verity a installé le bébé et moi-même à l'arrière, m'a dit qu'elle nous rejoindrait au foyer. Alors que nous nous éloignions, j'entendais encore la voix de James résonner à travers le tribunal. Garza a traversé la ville à toute allure, pendant que je serrais fort ma fille, réalisant à peine que nous venions vraiment d'échapper à tout cela. Il nous a déposés directement dans un foyer pour femmes, à l'autre bout de la ville. De l'extérieur, la maison paraissait ordinaire, mais on apercevait les caméras et les portes blindées. À l'entrée, une femme s'est présentée, Madison Coulet, la directrice. Elle nous a accueillis avec douceur et professionnalisme, puis nous a conduites dans une petite pièce isolée pour nous exposer les règles. Interdiction de révéler notre présence, aucune visite sans autorisation, rien sur les réseaux sociaux, aucun contact avec James ni ses proches. Tout était pensé pour garantir notre sécurité, avec une assistance juridique et un soutien psychologique à disposition. Au fur et à mesure qu'elle expliquait, toute la tension accumulée ces dernières semaines m'est tombée dessus d'un coup. J'ai fondu en larmes, incapable de me contrôler. Madison m'a serré dans ses bras tandis que je sanglotais, ma fille blottie contre moi. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais derrière une porte que James ne pourrait pas franchir. Enfin, nous étions en sécurité, du moins pour l'instant. Madison m'a laissé le temps de reprendre mes esprits, puis elle nous a installés dans une chambre simple où un lit bébé attendait déjà. Elle m'a apporté un verre d'eau, des mouchoirs, et m'a conseillé de me reposer. Après son départ, je me suis assise sur le lit, ma fille serrée contre moi, à savourer le silence apaisant de cette pièce protectrice. Plus tard dans la soirée, Madison est revenue avec un nouveau téléphone, inviolable, doté d'un numéro intraçable. J'ai appelé Amy, qui a répondu aussitôt, et, dès qu'elle a entendu ma voix, a éclaté en sanglots. J'ai entendu tout à la fois son soulagement et son angoisse dans sa voix brisée. Elle m'a raconté l'agression, son bras cassé, ses côtes fendues, les menaces dont elle avait été victime, mais aussi le fait qu'elle avait déjà parlé au commandant Garza et tout raconté. Elle m'a juré qu'elle dirait la vérité, quoi qu'il lui en coûte. J'ai voulu lui dire combien je l'admirais et combien son courage m'avait porté. Elle n'avait jamais abandonné, même en danger. Elle m'a répondu « C'est normal, c'est ça, une vraie amie. Je recommencerai sans hésiter. » On a continué à discuter jusqu'à ce que la batterie me lâche et que je doive raccrocher. J'ai couché ma fille dans le lit bébé, profitant de la voir dormir dans la lueur du couloir, et pour la première fois depuis mon retour chez James,
J'ai laissé l'espoir s'installer. Peut-être qu'on allait s'en sortir. Au petit matin, le détective Garza est revenu au foyer, un dossier épais et un enregistreur sous le bras. Madison nous a emmenés dans un petit bureau, où il m'a demandé de lui raconter tout, depuis le début, pendant qu'il prenait des notes. J'ai évoqué les micros cachés dans la chambre de la petite et dans la salle de bain, tous les papiers découverts dans le bureau de James, les photos que j'avais prises discrètement, l'air grave. Garza notait scrupuleusement chaque détail. Il voulait tout savoir, les détails précis, les lieux, les dates. Quand avez-vous trouvé la première caméra? Dans quel tiroir étaient les documents? Que comportaient exactement les accords? J'ai tout fait pour répondre avec le plus de précision possible. À côté de moi, ma fille dormait tranquillement. Quand j'ai eu fini, j'avais la gorge sèche et les mains qui tremblaient. Garza m'a alors annoncé qu'il montrait dans plusieurs dossiers. Enlèvement, séquestration, violence, harcèlement. Rebecca a accepté de témoigner, même si elle devait perdre l'argent de son accord de confidentialité. Elle veut surtout empêcher la famille de James de nuire à d'autres femmes. Ça m'a bouleversée. Elle risquait tout pour me soutenir. Lors de la deuxième audition, Garza revenait avec de nouvelles révélations. La femme venue chez vous s'appelle Liliana Sanderson. Elle fait partie des 4 victimes précédentes, toutes tenues au silence par un accord. Désormais, elle collabore avec la police. Liliana était restée avec James il y a 6 ans, Carol il y a 4 ans, Rebecca 3 ans, et une autre, dont le nom m'échappe, entre Rebecca et moi. Elle racontait toute la même spirale. Emprise progressive, violence, menaces dès qu'elles tentèrent de fuir, puis les parents de James arrivaient, avocat en main, carnet de chèques, et contre 50 000 $, on les faisait taire à tout jamais. Garza a étalé sur la table des preuves accablantes. Radio de fracture, certificats médicaux, plaintes classées sans suite, relevés bancaires révélant de grosses sommes versées par le père de James. Mis bout à bout, nos témoignages composaient une image limpide. Ce n'était ni un accident, ni un cas isolé, c'était une machination orchestrée sous couvert d'argent familial. James détruisait des vies, ses parents payaient pour étouffer l'affaire. Pour la première fois, j'ai vraiment cru qu'il allait enfin devoir répondre de ses actes, pas juste s'en tirer avec une remontrance ou une amende, mais qu'il aurait de vraies conséquences à affronter, celles qui pourraient enfin protéger ma fille et moi. 3 jours après l'audience, j'étais avec elle dans la pièce commune du centre quand l'alarme de sécurité a retenti. Madison a aussitôt demandé à tout le monde de s'éloigner des fenêtres. À travers la vitre, j'ai reconnu la voiture de James garée sur le parking. Il avançait droit vers le bâtiment. Pourtant, la décision du tribunal lui interdisait de s'approcher à moins de 150 mètres. Mais le voilà face à nous. Madison était déjà au téléphone avec la police. James a atteint la porte d'entrée et s'est mis à frapper comme un forcené. La serrure a tenu bon. Il hurlait « Tu es ma femme! Sors tout de suite! Tu m'appartiens! Aucun juge n'y changera rien! » Les caméras captaient chaque seconde. Les autres femmes se sont dépêchées de mettre leurs enfants à l'abri, au fond du bâtiment, pendant que je restais à la fenêtre, ma fille blottie contre moi, et que je le voyais totalement perdre les pédales. Il martelait la porte, frappait la vitre, menaçait de ce qu'il ferait s'il rentrait. Mais, comme Madison l'avait promis, la sécurité a parfaitement fonctionné. La police est arrivée en moins de 4 minutes, armes à la ceinture. Ils l'ont maîtrisé alors qu'il continuait de hurler. Il s'est débattu, ils l'ont plaqué contre sa voiture sous mes yeux avant de lui passer les menottes. Il n'arrêtait pas de crier qu'il était mon mari, que j'étais à lui, qu'on n'avait pas le droit de faire ça. Sa voix était stridente, brisée, remplie de désespoir. Les mots qui me glaçaient autrefois me semblaient désormais pathétiques, privés de toute force. Ils l'ont embarqué à l'arrière de leur véhicule. Un agent est entré pour recueillir nos témoignages à Madison et à moi. J'ai tout raconté dans le détail. Il a tout noté. Il m'a expliqué que James serait poursuivi pour violation de l'ordonnance de protection, ce qui pouvait l'envoyer en prison. Le lendemain, Verity m'a appelé. Il y aurait une audience sur sa libération sous caution. Son avocat Ashton Willis avait plaidé qu'il était un homme respecté, sans antécédents, qui ne risquait pas de fuir. Mais la procureure a présenté les photos de mes bleus, le dossier hospitalier d'Amy, les témoignages de Rebecca et des autres victimes. La juge a tout écouté et refusé la mise en liberté. Elle a estimé que James représentait un vrai danger public et que vu les moyens financiers de sa famille, le risque de fuite était réel. Après l'audience, l'inspecteur Garza m'a appelé. James resterait au moins 30 jours en détention pendant que l'enquête avançait, peut-être plus selon ce que déciderait le procureur. Durant ces 30 jours, je n'ai plus eu à surveiller mes arrières, à scruter chaque voiture, à me réveiller la nuit en imaginant qu'il m'avait retrouvée. 30 jours pour souffler, pour commencer à reconstruire quelque chose sans la peur au ventre. Le lendemain matin, Madison s'est installée à côté de moi pour m'aider à remplir les papiers nécessaires à l'aide d'urgence. Tickets alimentaires, couverture médicale pour ma fille et moi, et l'aide financière pour nous permettre de tenir. Elle m'a expliqué chaque formulaire, m'indiquant les documents à fournir. Ensuite, elle m'a montré des infos sur des formations professionnelles à venir. Il y en avait une en gestion de facturation médicale 3 fois par semaine, une autre en secrétariat administratif, encore une en petite enfance, toutes avec un système de garde pour les enfants pendant les cours. Je pouvais venir avec ma fille. Quelqu'un s'en occupait pendant que j'apprenais. Pour la première fois depuis ma grossesse, j'entrevoyais un avenir possible, autre chose que survivre dans la peur et l'ombre de James. Apprendre un véritable métier, trouver les moyens de nous assurer un futur, à ma fille et à moi, sans dépendre de personne. J'ai choisi la formation en facturation médicale. Elle commençait dès la semaine suivante. Madison m'a aidée pour l'inscription et la garde.
Elle m'a aussi dit que le centre fournirait des tickets de bus pour m'y rendre et qu'il y avait même un petit budget pour s'offrir une tenue professionnelle si besoin. J'ai senti quelque chose s'ouvrir à l'intérieur. Ce n'était pas tout à fait de l'espoir, plutôt le sentiment que c'était enfin possible, que peut-être, moi aussi, j'en étais capable. Cet après-midi-là, Verity est venue au centre avec d'autres papiers. Le divorce était lancé, la demande de garde exclusive aussi. Avec tout ce qui s'était passé, elle était sûre que le tribunal serait de mon côté. Les poursuites pénales contre James, toutes les preuves d'abus, les témoignages accumulés faisaient la différence. Le juge verrait très bien que James était un danger. Verity pensait qu'il n'obtiendrait sûrement pas de droit de visite sans surveillance, même s'il échappait à la prison, ou alors des visites encadrées, voire rien du tout si l'on démontrait le risque pour notre fille. Cela prendrait des mois, un an peut-être, mais chaque jour passé séparé renforçait mon dossier. Chaque progression vers l'autonomie, chaque formation suivie, chaque séance de thérapie. À chaque fois que je prouvais que j'offrais à ma fille une vie stable, je construisais de nouvelles preuves. Au bout du compte, je deviendrais ce parent digne de confiance que James n'avait jamais su être. Verity m'a conseillé de tout classer, chaque document, chaque étape, de tenir un journal, de prendre des photos de notre vie au centre puis ailleurs, de réunir une vraie trace pour prouver que ma fille était en sécurité, enfin loin de son père. La semaine suivante, j'ai eu mon premier rendez-vous avec une psychologue spécialisée, proposée par le centre. Le cabinet était tout proche, calme, rassurant, fauteuil moelleux, lumière douce. Elle m'a invitée à raconter mon histoire. Une fois lancée, je n'ai plus pu m'arrêter. Tout est sorti. La façon dont James avait changé pendant ma grossesse, son contrôle, sa jalousie, la violence contre Amy, les fois où il m'a attrapée, forcée à rentrer chez lui, les caméras, les enregistrements, les heures enfermées dans la chambre de notre enfant, la peur qui ne me quittait jamais. Quand j'ai terminé, elle m'a regardée avec bienveillance et m'a assuré que rien de tout cela n'était de ma faute, que mes réactions étaient normales, dictées par l'instinct de survie. J'avais la conviction d'avoir tout fait pour protéger mon bébé et moi. Elle a expliqué combien le traumatisme chamboule l'esprit, qu'il nous rend méfiants, sur le qui-vive, à craindre des dangers même lorsqu'ils n'existent plus. Elle m'a prévenu que les séances seraient difficiles, qu'il faudrait replonger dans les souvenirs, revenir encore et encore sur les pires instants. Mais c'était la seule façon d'aller de l'avant, de ne plus tout garder en moi. J'allais réapprendre à me sentir en sécurité. Nous avons fixé des rendez-vous chaque semaine. En sortant, je me sentais épuisée, mais plus légère, comme si ce fardeau n'était plus entièrement à moi. 2 semaines après l'arrestation de James, Rebecca est venue me voir au centre. Madison avait donné son accord. Elle faisait partie des personnes de confiance. Nous nous sommes installés dans la salle commune. Ma fille jouait sur une couverture entre nous. Rebecca n'était plus la même qu'avant. Elle avait l'air moins effrayée, plus forte. Nous avons pleuré toutes les deux sur ce que nous avions traversé. Elle m'a révélé que rompre la confidentialité pouvait lui coûter l'argent du règlement, que les parents de James la menacèrent de poursuites, que leur avocat lui envoyait des courriers pour la dissuader de parler à la police. Mais pour Rebecca, voir James arrêté, enfermé, empêché de nuire, justifiait tous les sacrifices. Je lui ai dit qu'elle m'avait sauvé la vie, que si elle n'avait pas tout risqué pour me prévenir, je serais sans doute encore prisonnière, ou pire. Nous nous sommes pris la main, les larmes aux yeux, pendant que ma fille babillait près de nous. Rebecca m'a demandé si elle pouvait revenir me voir régulièrement, si nous pouvions rester amies malgré tout ce qui s'était passé. J'ai accepté sur le champ. Elle était la seule à comprendre vraiment jusqu'où James pouvait aller, et ce que sa famille serait prête à faire pour le couvrir. 3 semaines après mon départ, Amy est sortie de l'hôpital, le bras immobilisé dans un plâtre, le visage encore marqué de bleu qui passait du violet au jaune, puis au vert. Elle a rejoint le centre dès qu'elle a pu marcher seule. Madison l'a accueillie. Nous nous sommes retrouvés dans la pièce commune où Amy avançait prudemment. Ses côtes la faisaient encore souffrir, mais elle m'a souri en arrivant. Nous nous sommes assises côte à côte sur le canapé, ma fille entre nous, et le bébé a tendrement caressé son plâtre. Amy m'a assuré qu'elle referait tout sans hésiter. M'héberger après la rupture avec James, appeler la police, même si tout cela avait conduit à son agression. C'est ça, la vraie amitié, a-t-elle dit. Être là, même dans la difficulté, même quand ça fait peur. Je lui ai répondu que je ne cesserai jamais de lui être reconnaissante pour son courage. Elle aurait pu me refuser son aide, mais elle a tout risqué pour sauver ma fille et moi. Nous sommes restés de longues heures à discuter, à regarder le bébé jouer, à imaginer la suite une fois que je quitterai le centre. Amy m'a dit que je pourrais toujours revenir chez elle si besoin, que sa porte me resterait ouverte. 4 semaines après l'audience, un appel du bureau du procureur m'a appris qu'on attendait mon témoignage devant un grand jury, chargé de dire si les preuves suffisaient pour poursuivre James pour les délits les plus graves. La procureure m'a expliqué que l'audition serait confidentielle. Ni James ni son avocat ne seraient présents. Il n'y aurait que moi, le procureur et les jurés. J'ai accepté sans hésiter. Je voulais que James réponde de ses actes, pas seulement envers moi, mais aussi envers Rebecca, Liliana et toutes les autres. Ce soir-là, Verity est venue au foyer pour me préparer. Elle m'a expliqué le genre de questions de la procureure, comment répondre posément, en m'en tenant aux faits,
sans laisser les émotions m'envahir. Nous avons répété plusieurs heures. Elle m'a confrontée aux questions les plus dures, m'a fait reprendre l'histoire jusqu'à ce que je puisse la raconter sans pleurer, jusqu'à ce que ma voix ne tremble plus. Même en parlant du jour où j'avais été enfermée dans la chambre d'enfant, des caméras dans la salle de bain, des mains de James agrippant mon bras, j'étais lessivée, mais prête à dire la vérité et à laisser le jury trancher pour que James soit enfin jugé. Le jour venu, on m'a fait entrer dans une petite salle sombre, au vieux siège inconfortable. 12 jurés, 2 rangées qui me faisaient de face, la procureure à côté d'une table couverte de dossiers et de photos. J'avais un mouchoir sur les genoux, mais aucune larme. Verity était au fond de la salle, elle m'a lancé un petit signe de la tête. La procureure m'a demandé de décliner mon identité, puis a abordé ma relation avec James. J'ai commencé par le repas de célébration, la soirée où il a giflé Amy et où je lui ai décrit l'hématome sur le visage, ces marques bleuâtres qui sont restées des semaines. J'ai expliqué comment il m'avait attrapé au bras alors que j'allaitais notre enfant, en montrant les marques laissées sur ma peau. La procureure m'a montré les photos prises par la police, j'ai identifié chaque trace, expliqué leur origine. Elle m'a ensuite demandé de parler de mon départ, la préparation des valises dans le dos de James pendant qu'il dormait, l'alliance laissée sur le plan de travail, le mot abandonné sur la table. On a évoqué l'ordonnance d'éloignement, toutes les fois où James l'a violée, ses allers-retours devant l'appartement d'Amy, les textos envoyés depuis des téléphones d'amis, les messages dans lesquels il affirmait que je lui appartenais toujours. Elle a montré au jury les captures d'écran que j'avais gardées, chaque violation consignée avec la date et l'heure. Puis Rebecca a été évoquée. J'ai reparlé de son avertissement, des photos de ses blessures infligées par James, de la clause de confidentialité qu'il l'avait contrainte à signer, payée par ses parents, et aussi de cette femme disparue qui avait essayé de prévenir la nouvelle compagne de James. La procureure a présenté le dossier médical de Rebecca, des rapports d'hospitalisation attestant de côtes cassées, d'une fracture de l'orbite et des plaintes déposées auprès de la police des années plus tôt. Les membres du grand jury se penchaient en avant, certains prenant des notes, d'autres restaient fixés sur les photos. J'ai raconté la fois où James a pénétré par effraction chez Amy, comment l'ordonnance d'éloignement venait d'expirer à peine 1 heure plus tôt, comment son avocat avait obtenu son annulation et comment James a menacé de s'en prendre à la vie de Rebecca si je refusais de le suivre. La procureure leur a montré la photo qu'on m'avait envoyée, où l'on distingue la voiture de Rebecca suivie de très près par un autre véhicule. J'ai ensuite expliqué ce que j'avais vécu enfermée dans la maison. James qui avait balancé mon téléphone par la fenêtre de la voiture. Estelle qui m'accueillait chez moi avec un grand sourire, puis les nouvelles règles tombaient d'un coup. Plus de téléphone, plus d'ordinateur, interdiction de mettre un pied dehors sans autorisation. J'ai raconté comment j'avais découvert des caméras planquées absolument partout. Dans la salle de bain, la chambre d'enfant où je dormais avec ma fille. La procureure a présenté les dispositifs découverts par la police lors de la perquisition et m'a demandé d'indiquer pour chacun l'endroit où je l'avais retrouvé. Je montrais donc sur les photos la salle de bain, la chambre d'enfant. Les jurés étaient écœurés. L'une d'elles s'est même couverte la bouche avec la main. J'ai expliqué qu'il y avait des enregistrements, dans lesquels James écoutait chaque discussion, que j'avais un jour découvert un micro caché dans une peluche, que je devais surveiller chacun de mes mots. La procureure voulait des détails sur la venue de l'inspectrice Garza. J'ai décrit comment James m'avait soufflé quoi dire, et comment il était resté collé à moi pendant tout l'entretien, pendant que j'affirmais à l'inspectrice que tout allait bien. J'ai tenté de lui faire passer la vérité par un regard, incapable de parler à voix haute. J'ai continué en racontant le retour de l'inspectrice Garza, accompagné cette fois d'un mandat, la fouille de la maison, la collecte des preuves. Puis, ce qu'a fait James juste après, m'acculant pour savoir ce que j'avais osé confier à la police. Son haleine imprégnée d'alcool, la colère dans les yeux, la violence dans l'air, prête à éclater comme s'il allait me frapper à nouveau. La procureure m'a interrogée sur Estelle. J'ai parlé de sa surveillance constante, de ses discours sur la loyauté familiale, sur le devoir de soutenir son mari, de ses remarques mi-sarcastiques, mi-menaçantes, qui laissaient entendre qu'elle aussi était passée par là des années plus tôt. Toujours sur mon dos, même en cuisine, elle lançait des pics acérés sur les femmes qui devraient savoir rester à leur place. Je suis restée 3 heures à témoigner. La procureure n'a pas ménagé ses questions. Elle a aligné photo sur photo, documents, dossiers médicaux, rapports de police, impressions de textos. À la fin, ma voix était rauque, les mains douloureuses à force de tordre mon mouchoir, mais j'avais tenu bon, sans craquer. La procureure m'a remerciée avant d'annoncer au jury qu'il était temps de délibérer. Verity m'a raccompagnée jusqu'au couloir et m'a murmuré « Tu t'en es très bien sorti. Ton témoignage était net et précis. Les preuves sont incontestables. » 2 jours plus tard, Verity m'a appelé pour m'annoncer la décision. Le grand jury a retenu de multiples chefs d'accusation contre James. Enlèvement, violence, harcèlement, séquestration. La procureure a confié à Verity qu'elle n'avait rarement vu un dossier aussi solide. Il y avait toutes les preuves, le témoignage bouleversait tout le monde, et plusieurs victimes avaient des récits très similaires. Le schéma d'abus sautait aux yeux, sous-tendu par l'argent de la famille. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon lit au foyer. Ma fille dormait paisiblement dans son petit lit à côté. Je l'ai contemplée, et pour la première fois depuis mon départ, j'ai vraiment cru qu'on allait enfin rendre justice. Mais dès la semaine suivante, de nouveaux soucis sont venus. Une femme inconnue a appelé le foyer pour me joindre. Madison a pris le message. Elle disait appeler au nom d'Estelle, avec soi-disant une proposition à me faire. Madison lui a répondu que je ne souhaitais pas parler au téléphone.
La femme a rappelé 3 fois de plus. À chaque fois, Madison lui a opposé un refus. Puis des lettres ont commencé à arriver, ouvertes systématiquement par l'équipe du foyer. Certaines portèrent l'adresse d'avocat en expéditeur. À l'intérieur des offres, abandonner les poursuites contre une somme de 200 000 $ qu'Estelle s'engageait à me verser, conclure un arrangement privé pour la garde, signer un accord pour m'interdire d'évoquer publiquement l'affaire. J'ai refusé sur le champ, demandant à Madison de consigner chaque appel, lettre ou proposition. Verity a confirmé que cela démontrait l'intimidation persistante, une tentative d'acheter mon silence comme celui de Rebecca, ce qui ne faisait que renforcer notre dossier. La procureure a donc ajouté subornation de témoins à la liste des motifs d'inculpation possibles contre Estelle. Madison est ensuite venue m'apprendre qu'une place s'était libérée dans un programme de relogement pour femmes victimes de violences conjugales, un studio dans un immeuble de l'autre bout de la ville, loyer adapté à mes ressources, sécurité renforcée, accompagnement. J'ai immédiatement déposé une demande, acceptée quelques jours plus tard. 2 semaines après le passage devant le grand jury, j'ai pu déménager. Madison m'a aidé à préparer mes cartons, quelques vêtements et affaires de bébé offerts par d'autres, une poussette d'occasion, les peluches de la salle de jeu que ma fille adorait. L'appartement était minuscule. Une seule chambre, un coin cuisine riquiqui, un salon à peine assez grand pour y mettre un canapé. Mais il y avait une porte blindée, une alarme, un gardien prévenu du dispositif, des voisins qui veillaient discrètement les uns sur les autres. J'ai aménagé l'endroit avec des trouvailles de brocante, un canapé dont le tissu était passé mais la structure solide, une table de cuisine récupérée, un lit à barreaux monté avec l'aide de Madison. Rien n'allait ensemble. Le canapé était marron, le fauteuil bleu, la table en bois et les chaises en métal, mais tout m'appartenait. Chaque chose avait été choisie par moi, placée à l'endroit que je voulais. James ignorait où je vivais. Il n'était mentionné nulle part sur le bail. Il ne pouvait plus débarquer pour exiger d'entrer. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais enfin chez moi et en sécurité. Il me fallait des revenus. Le foyer m'a alors mise en contact avec un programme d'emploi. Il s'agissait de saisie de données à distance pour une entreprise recrutant des femmes ayant traversé des situations de violence conjugale. Les horaires étaient flexibles. Je pouvais travailler chez moi. Le salaire n'était pas énorme, mais me permettait de tenir. Je travaillais pendant la sieste de ma fille ou quand elle jouait. L'entreprise m'a envoyé un ordinateur portable avec tout ce qu'il fallait. J'ai commencé par 4 heures par jour à transcrire des données issues de documents numérisés dans des tableurs. Un travail simple, mais qui réclamait de l'attention. Le premier virement est arrivé 2 semaines plus tard, directement sur le compte bancaire que j'avais ouvert à mon nom. 280 € pour 20 heures de travail. Je suis restée un long moment à regarder la somme affichée sur l'écran de mon téléphone, avec le sentiment de tenir enfin quelque chose à moi. C'était de l'argent que j'avais moi-même gagné, pas celui de James qu'il contrôlait, ni celui de ses parents toujours assortis de conditions. C'était le mien. Avec, j'achetais les courses, des couches, du lait pour bébé, une nouvelle tenue pour ma fille, qui grandissait à une vitesse folle. Cette indépendance, c'était pour moi une petite révolution. À chaque fiche de paie, je voyais bien que j'étais capable de me débrouiller sans la domination de James, que je pouvais élever ma fille, subvenir seule à ses besoins. Un jour, Verity m'a appelé pour me donner des nouvelles du dossier de James. La date du procès était fixée dans 4 mois, le parquet voulait être minutieux et rassembler autant de preuves et de témoignages que possible auprès de toutes les victimes, afin de monter un dossier solide. En attendant, l'ordonnance d'éloignement avait été prolongée et James restait en détention parce qu'il avait enfreint les conditions de sa liberté sous caution. Il avait cherché à reprendre contact via Estelle, qui avait appelé la prison, puis mon ancien numéro, puis avait essayé de passer par Amy. Chaque tentative se retournait contre lui. La procureure notait scrupuleusement la moindre infraction, et cela venait renforcer le dossier à charge. Verity me disait que l'avocat de James était complètement dépassé, qu'il cherchait à négocier un accord, mais le parquet n'était pas prêt à faire de compromis. Il voulait que James prenne la pleine mesure de ce qu'il encourait. De son côté, le détective Garza m'a proposé un rendez-vous dans un café du quartier. Il est arrivé avec une pochette remplie de papiers, il a commandé 2 cafés, et nous nous sommes installés dans un coin tranquille. Il m'a expliqué que l'enquête avait fait surgir de nouvelles preuves remontant à avant la mort du père de James. Des rapports de police venus d'autres villes, des transactions financièrement douteuses avec des femmes qui accusèrent le père de James d'agression. Un schéma vieux de 30 ans. Le père utilisait toujours les mêmes méthodes. Isoler les femmes, les contrôler, leur faire du mal, puis les acheter pour garantir leur silence si elles voulaient repartir. Estelle avait été l'une de ses premières victimes, épousée très jeune. Il lui avait cassé le bras 2 fois, provoqué une commotion cérébrale, mais jamais elle n'avait fui. À la place, elle avait appris à couvrir son mari, à dissimuler les violences, à protéger coûte que coûte l'image de la famille. Après la mort de son mari, elle avait reporté toute sa loyauté sur James, le défendant sans faille, l'aidant à me tenir sous son emprise, devenant peu à peu complice et plus seulement victime. Le détective Garza m'a précisé que cela n'excusait rien, mais que cela permettait de mieux comprendre la dynamique familiale. Pourquoi Estelle défendait James avec autant d'acharnement, au point d'acheter le silence des victimes et de menacer les témoins. Elle avait appris de son bourreau que l'honneur familial valait plus cher que la vérité. Je l'ai remercié de sa franchise.
Comprendre ce mécanisme n'a pas effacé ce qu'Estelle avait fait, mais ça m'a permis de réaliser que la violence de James n'était pas un accident. C'était un comportement transmis, un mécanisme reproduit de génération en génération. Madison m'a alors parlé d'un groupe de soutien qui se réunissait au centre social tous les jeudis soirs, d'anciennes victimes de violences conjugales, variées par leurs âges et leur parcours, qui venaient échanger, partager leurs histoires et leurs ressources. Elle pensait que ça m'aiderait à ne pas me sentir seule. La première fois, j'étais morte de trac. J'ai mis ma fille dans la poussette et je suis entrée dans la salle, aménagée en cercle de chaises pliantes. 8 femmes étaient déjà là, des jeunes dans la vingtaine jusqu'aux plus âgés, certaines venues avec des enfants, d'autres seules. L'animatrice m'a accueillie avec chaleur, a présenté les règles de confidentialité, a précisé que personne n'était obligé de parler. Après un tour de prénom, j'ai expliqué que j'avais quitté mon mari il y avait 6 semaines, qu'il était en prison en attendant son procès. Une femme a pris ma main, une autre m'a adressé un regard entendu, comme pour dire « je comprends ». Chacune a partagé son histoire. Certaines avaient mis des années à sortir la tête de l'eau et vivaient aujourd'hui de façon autonome, travaillaient, élevaient leurs enfants en sécurité. Pour d'autres, la liberté venait à peine d'arriver. Elles sursautaient encore au moindre bruit, se retournaient sans cesse dans la rue. L'une a raconté le début insidieux du contrôle de son ex-mari, une autre le choc de la toute première gifle. Leur récit faisait écho au mien, avec des détails différents mais toujours le même enchaînement. Isolement, domination, violence, menace. Les écouter m'a permis de chasser le sentiment d'être seule, folle, trop émotive. Ces femmes savaient ce que j'avais vécu. Certaines en étaient sorties depuis longtemps et parlaient de la confiance retrouvée, du sentiment de sécurité, de la reconstruction. Elles m'ont donné l'espoir que la peur finirait par s'apaiser, que je ne me réveillerais plus chaque nuit en état d'alerte, que je pourrais, un jour, refaire confiance à quelqu'un. Ma fille avait son rendez-vous dès 6 mois chez le pédiatre du quartier. Je l'ai portée jusque-là et nous nous sommes présentés à l'accueil. L'infirmière l'a pesée, mesurée, vérifié ses réflexes et son développement. Le pédiatre, tout sourire, l'a examiné de la tête aux pieds, écouté son cœur, ses poumons, inspecté ses oreilles, sa gorge. Après, il a pris des notes, a observé combien ma fille rayonnait de santé, atteignait tous ses jalons de croissance, que son poids était parfait et qu'elle évoluait très bien. Il m'a demandé si notre situation familiale avait changé. Je lui ai dit que nous avions déménagé dans un endroit plus sûr, que son père n'était plus là. Il a hoché la tête, expliqué que les bébés ressentaient le stress environnant même sans le comprendre, que les jeunes enfants s'épanouissaient vraiment dans les foyers paisibles et stables. J'ai regardé ma fille, babillant sur la table d'auscultation, tirant sur le drap en papier, puis souriant au médecin, rien à voir avec le bébé crispé et grognon d'il y a quelques mois. Voir à quel point elle allait bien rendait chaque choix difficile, chaque peur, chaque sacrifice pleinement justifié. Elle était en sécurité, elle était en bonne santé, c'était l'essentiel. Un soir, alors que je préparais le dîner, Rebecca m'a appelée, surexcitée. Elle venait de décrocher un poste dans une association. Ils accompagnaient les victimes de violences conjugales pour les aider à s'y retrouver dans les méandres du système judiciaire, leur proposaient un soutien lors des démarches, les guidaient au tribunal, prenaient le temps d'expliquer les procédures et les droits, les mettaient en relation avec des avocats et des associations spécialisées. Rebecca disait souvent qu'elle voulait se servir de son vécu pour tendre la main à celles qui traversèrent le même enfer, qu'en transformant sa douleur en action, elle trouvait une vraie forme d'apaisement. Elle racontait qu'elle croisait régulièrement des femmes qui, 1 an auparavant, étaient exactement où elle avait été, terrorisées, perdues, face à des agresseurs bardés d'argent et d'avocats, sans la moindre idée de comment se défendre. Elle était en mesure de leur transmettre les codes du système, d'expliquer les stratagèmes habituels des agresseurs et de les épauler à chaque étape. Elle m'a spontanément encouragée à envisager un engagement associatif quand je me sentirais prête, m'affirmant que venir en aide à d'autres survivantes passées par ce qu'on avait enduré pouvait donner beaucoup de force, donner un sens à toutes ces épreuves. Je lui ai répondu que j'allais y penser, que pour l'instant je cherchais principalement à retrouver un équilibre, mais qu'un jour, peut-être, ce serait possible. En fin d'après-midi, Verity m'a appelée, la voix grave. Le procureur a fait une offre à James, une négociation de peine. 15 ans de prison ferme s'il reconnaît tous les faits et renonce définitivement à ses droits parentaux. 15 ans. James serait enfermé jusqu'à ce que ma fille soit ado. Il passerait à côté de toute son enfance. Ma fille n'aurait pas de souvenir de lui, elle n'aurait pas à grandir dans la peur. Abandonner ses droits parentaux signifiait qu'il ne pourrait jamais demander de droit de visite, ni tenter de la revoir. Jamais. Elle serait définitivement protégée. Mais il existait une autre option. Exiger un procès, miser sur le verdict d'un jury, espérer une peine plus lourde ou, au contraire, risquer un acquittement plus rapide, voire le maintien de certains droits parentaux. La certitude de 15 ans contre les incertitudes du tribunal. Verity m'a dit que j'avais le temps de réfléchir, que le procureur attendait ma réponse et que la décision me revenait entièrement. Je me suis installée sur le canapé, le téléphone serré dans la main. Ma fille jouait sur le tapis avec ses cubes, et je l'observais les empiler, les faire tomber, puis éclater de rire devant le spectacle. 15 ans de répit,
15 ans pour construire une vie sans peur. 15 ans avant de devoir affronter la perspective de sa sortie. J'ai pensé au procès, à la salle comble, à la nécessité de témoigner face à James, au risque de voir le jury croire ses mensonges, à la peur qu'il soit relâché plus tôt. Ma fille m'est revenue en tête. Elle est tout pour moi. Au fond, il n'y avait qu'une question, sa sécurité. Et parfois, il vaut mieux saisir 15 années sûres que risquer de tout perdre pour 5 de plus. J'ai rappelé Verity au matin et lui ai confirmé ma décision. Elle m'a demandé si j'étais certaine, j'ai regardé ma fille par terre avec ses cubes et j'ai répondu que oui. 15 ans de tranquillité valaient mieux que de tout jouer devant le tribunal. Verity m'a dit qu'elle informerait le procureur pour organiser l'audience sur le plaidoyer. 3 semaines plus tard, je me retrouvais dans la salle, Amy à ma gauche, Rebecca à ma droite. Derrière nous, 2 autres femmes, survivantes elles aussi, venues après avoir entendu parler du dossier. James, de son côté, était debout à la barre, combinaison orange et menottes au poignet. La juge lui a demandé d'avouer publiquement chacun des faits, ce qui revenait à reconnaître ses actes devant tous. Sa voix était froide, sans aucune émotion. Il a aligné les chefs d'accusation, avoué m'avoir enlevé, s'en être pris à Amy et moi, avoir harcelé Rebecca et violé sa clause de confidentialité. Il énumérait ses crimes, comme s'il récitait une liste de courses, sans la moindre trace de regret. Amy m'a serré la main, je l'ai serrée à mon tour. Le procureur l'a poussé à donner des détails sur certains points. James répondait mécaniquement, et j'ai vu qu'il n'était là que pour réduire sa peine, sans la moindre intention de demander pardon. Une fois qu'il eut fini, la juge m'a invité à prendre la parole avant de rendre sa décision. Je me suis levée, j'ai rejoint le micro prévu pour les victimes. J'ai croisé le regard de James pour la première fois depuis le début, et j'ai affirmé à la juge que ma fille méritait de grandir sans avoir peur, qu'elle avait droit à une mère stable, protégée, et que 15 ans signifiait qu'elle toucherait presque à l'âge adulte avant d'avoir à se poser la question d'un éventuel contact avec son père. Je me suis rassise, la juge a acquiescé, puis elle a validé l'accord et condamné James à 15 ans de prison ferme, sans remise de peine possible. Elle a tenu à souligner le courage exceptionnel des survivantes et rappelé fermement que la violence conjugale n'aurait jamais droit de citer dans son tribunal. 2 agents de sécurité sont venus chercher James, il s'est retourné une dernière fois vers moi, mais j'étais déjà debout, prête à sortir, car il n'avait plus aucune place dans ma vie. Ma priorité était ailleurs. Ma fille m'attendait chez la nourrice, et je n'avais qu'une hâte, la retrouver. Les semaines suivantes, Verity a finalisé mon divorce. La garde exclusive a été confirmée. James perdait définitivement tout droit parental. Il ne pourrait plus jamais saisir la justice pour tenter de revoir ma fille, ni s'immiscer dans notre vie. Les honoraires d'avocat dépassaient les 20 000 €, une somme franchement impossible à réunir, jusqu'à ce que Verity me signale l'existence d'un fonds spécial qui prenait en charge la majeure partie des frais pour les victimes de violences conjugales. J'ai pu négocier un échéancier pour les 3 000 € restants, à raison de 200 € par mois. Cela prendrait plus d'1 an, mais c'était faisable grâce à mon nouveau travail au centre d'accueil. Peu après, Verity m'a appris qu'Estelle était poursuivie pour complicité et intimidation de témoins. Le procureur avait la preuve qu'elle était au courant de la surveillance de Rebecca et qu'elle avait aidé James à organiser certains actes. Estelle a accepté une peine avec 2 ans de mise à l'épreuve et, pour toujours, une interdiction de m'approcher, ma fille et moi. Verity m'a aussi dit qu'Estelle vendait la maison familiale pour payer ses dettes d'avocat. Je n'ai ressenti qu'un profond soulagement. Ma fille n'aurait jamais à subir cette toxicité, ni à entendre Estelle chercher des excuses au comportement de James. 6 mois après la condamnation, j'ai enfin pu emménager dans mon appartement, hors du programme d'hébergement d'urgence. Je travaillais désormais à temps plein dans un bureau, avec une mutuelle et une aide pour la garde de ma fille. Et j'avais réussi à mettre assez d'argent de côté pour la caution et le premier mois de loyer. Amy m'a donné un coup de main pour transporter tous mes meubles récupérés et trésors chinés jusqu'à mon petit 2 pièces. On a commandé des pizzas, qu'on a mangées assises par terre dans le salon encore vide, pendant que ma fille trottinait autour de nous. À un moment, elle s'est agrippée au mur et a hésité, puis elle a fait 3 petits pas vers Amy avant de s'affaler par terre sur les fesses. On a éclaté de rire en l'applaudissant et elle a ri de tout son cœur, en battant des mains. C'était la première fois qu'elle marchait, et j'étais tellement contente qu'Amy puisse vivre ce moment avec nous. Cet appartement, c'était enfin chez nous, mon nom sur le bail, mes meubles à moi, et ma fille qui faisait ses premiers pas dans notre foyer. Plus jamais personne ne pourrait me l'enlever, ni s'en servir contre moi pour me contrôler. Après quelques mois à jongler avec mon poste à temps plein, je me suis inscrite à des cours du soir au lycée pro pour préparer le diplôme d'assistante sociale. J'avais vraiment envie d'aider d'autres femmes à s'en sortir comme j'avais réussi à le faire, d'être celle qui comprend ce qu'elles traversent, parce que j'étais passée par là moi aussi. Les journées étaient épuisantes, boulot toute la journée, 2 soirées de cours par semaine, et le reste du temps je m'occupais de ma fille. Mais au moins, je construisais enfin quelque chose pour moi, un avenir qui ne se résumait pas à survivre, mais à vivre vraiment, avec mes propres projets, pas ceux décidés par James. Ma fille a commencé à aller à la crèche sur le campus, ce qui a rendu la vie bien plus simple. Elle jouait avec d'autres enfants pendant que j'assistais à des cours sur la prise en charge des traumatismes et l'accompagnement juridique. Un samedi, Rebecca m'a appelé pour me proposer de venir faire du bénévolat dans le foyer pour femmes victimes de violences où Madison travaillait déjà. Elle y allait chaque semaine pour aider les nouvelles arrivantes à s'y retrouver dans les démarches juridiques et à connaître leurs droits. J'ai accepté sans hésiter, et le week-end suivant, on y est allés ensemble.
Madison nous a présentés à 3 femmes qui venaient tout juste de quitter un conjoint violent, et on a passé l'après-midi à leur expliquer comment demander une ordonnance de protection, comment organiser la garde de leurs enfants ou encore mettre en place un plan de sécurité. L'une d'elles nous a demandé combien de temps il fallait pour arrêter d'avoir peur, et je lui ai répondu franchement, j'ai encore de mauvaises journées, mais elles deviennent plus rares. Partager mon histoire avec des femmes qui se trouvaient là où j'étais 1 an plus tôt, c'était difficile, mais ça m'a fait du bien, et j'ai vu dans leurs regards que ma survie leur donnait de l'espoir, la preuve qu'elles pouvaient y arriver elles aussi. Rebecca et moi avons décidé de revenir toutes les 2 semaines, et Madison nous a dit « Le foyer a besoin de gens comme nous, capables de vraiment comprendre ce que vivent les résidentes. » Le premier anniversaire de ma fille est arrivé un matin de printemps, et j'ai organisé une petite fête à l'appartement. Amy est arrivée tôt pour m'aider à installer les ballons et la déco. Rebecca a débarqué avec un gâteau maison. Verity est passée en coup de vent entre 2 audiences, un cadeau à la main. Le détective Garza est venu avec sa femme, qui tenait une peluche que ma fille a tout de suite adoptée. Madison avait apporté un joli bouquet et est restée une petite heure avant de repartir travailler. 3 femmes de mon groupe de soutien sont venues avec leurs enfants et tout ce petit monde a rempli l'appartement de rire et de vie. J'ai regardé ma fille plonger la tête la première dans le gâteau, tout le monde chantant « Joyeux anniversaire » autour d'elle. Et j'ai ressenti toute la force de cette communauté qui s'était créée autour de moi, qui m'avait portée dans l'épreuve et qui était là, aujourd'hui, pour fêter ce passage important. Ma fille grandira entourée de toutes ces personnes, verra concrètement ce que signifie l'entraide et l'amitié. C'est à cette période que j'ai recommencé à mieux dormir, sans cauchemar la plupart du temps. Même quand un bruit inattendu, comme une porte qui claque ou des pas dans le couloir survenait, je ne sombrais plus dans la panique à l'idée que James puisse revenir. Mon hypervigilance s'atténuait, je ne vérifiais plus 3 fois les serrures, ni ne sursautais à la moindre ombre. Ma thérapeute m'a dit un jour, « Tu avances à pas de géant, tu arrives à dépasser le traumatisme et à reconstruire ta vie sur de bonnes bases. » Il m'arrivait encore, parfois, de me réveiller en sursaut la nuit, le cœur battant la chamade, mais j'arrivais à me calmer et à me rendormir au lieu de rester les yeux grands ouverts jusqu'à l'aube. Ma fille dormait profondément dans sa chambre, et moi je goûtais enfin au repos, rassurée de nous savoir en sécurité. La peur n'avait pas disparu, mais elle ne dirigeait plus ma vie. Quelques mois après, Amy m'a aidé à préparer les valises pour un week-end à la mer à 2 heures de route. Pendant qu'elle vérifiait qu'on n'oubliait rien, je chargeais la voiture de jeux et de goûter. On est parti les fenêtres ouvertes, la musique à fond, et je n'arrêtais pas de regarder dans le rétroviseur le sourire de ma fille installée dans son petit siège d'auto. La plage était paisible, juste quelques familles disséminées sur le sable. On a étalé notre serviette, et ma fille a tout de suite enfoui ses mains dans le sable, s'esclaffant à chaque fois que ça lui glissait entre les doigts. Amy et moi avons tenté de bâtir un château parfaitement bancal, que ma fille s'est empressée de démolir, prise d'un fou rire à chaque nouvel effondrement. On a longé le bord de l'eau en ramassant des coquillages. Et c'est là que j'ai réalisé que je ne fixais plus mon téléphone toutes les 5 minutes, ni ne regardais sans cesse derrière moi. Personne ne savait où j'étais. Personne ne suivait ma trace, ni ne réclamait de compte. J'avais simplement le droit d'être là, dans ce moment précis, avec ma fille et ma meilleure amie. Et ce sentiment de liberté m'a rempli d'une légèreté incroyable. Sur la plage, on a pique-niqué et on a regardé le soleil se coucher. Ma fille s'est endormie levée contre moi et j'ai compris que ce simple week-end à la mer était quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, à une époque. 2 ans plus tard, je suis montée sur scène, en tenue de diplômée, pour recevoir mon diplôme d'assistante sociale. Ma fille était au premier rang, toute fière dans sa robe rose, tapant des mains et m'appelant. Amy était juste à côté, en train de filmer, les larmes aux yeux. J'ai serré la main du président et brandi mon diplôme, avec dans le regard toutes ces personnes qui m'avaient soutenue jusque-là. Je savais qu'à partir du mois suivant, j'allais commencer à travailler pour une association venant en aide aux victimes, les accompagnant dans les démarches judiciaires et la recherche d'un nouveau départ. Mon appartement restait modeste, mais c'était chez moi, mon nom sur le bail, et les clés bien à l'abri au fond de mon sac. J'ai eu la chance d'être entourée d'amis sur qui je pouvais compter quand j'en avais besoin, et ma fille grandira en me voyant prendre ma vie en main et faire mes propres choix. L'avenir ne sera jamais tout rose. Il y aura forcément des moments difficiles, mais il m'appartient. C'est comme ça que les choses se sont passées pour moi. Je sais toutefois que certains d'entre vous voient les choses tout autrement. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, je prendrai le temps de vous lire plus tard.